Bonjour, bienvenue à tous pour cette nouvelle conférence des Vendanges du Savoir. Vous êtes environ 200 personnes connectées. Voilà, donc en attendant que d'autres personnes se connectent, on va vous présenter un petit peu la conférence de ce soir. Donc, nous avons la chance d'accueillir ce soir Axel Marchal, professeur en œnologie à l'Institut des sciences de la vigne et du vin. Ainsi que donc Gilles de Revel, directeur adjoint de l'ISVV, donc l'Institut des sciences de la vigne et du vin, pour cette conférence des vendanges du savoir que nous avons eu envie de vous donner depuis l'auditorium de la Cité du Vin, malgré sa fermeture. Voilà. Donc voilà, pour vous rappeler un petit peu, en attendant le dernier connecté, pour vous rappeler un petit peu le concept des vendanges du savoir, c'est un partenariat entre différents partenaires, l'Institut des sciences de la vigne et du vin, l'Université de Bordeaux, l'Université de Bordeaux-Montaigne et la Fondation pour la culture et les civilisations du vin, qui est donc la fondation qui porte toutes les activités de la Cité du Vin. Et ce cycle des vendanges du savoir, avec des conférences donc mensuelles, est soutenu par la société Baron Philippe de Rothschild. Voilà, donc pour cette conférence, nous sommes ensemble pour 1 heure environ. Axel Marchal va vous présenter la thématique de ce soir, le vin en équilibre sur les papilles, donc une conférence sur le goût du vin. À l'issue de la conférence, vous pourrez poser quelques questions. Tout va se faire sur Zoom, hein, évidemment, sur la partie Q et R de votre interface Zoom. Donc en bas, dans le bandeau, vous avez un petit onglet Q et R qui vous permet de poser toutes les questions qu'on pourra relayer à Axel Marchal. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez des problèmes techniques, à nous envoyer aussi un petit message dans cette partie, dans ce Q et R. Je laisse la parole donc à Gilles de Revel. Merci Mélanie, bonsoir à tous, bonsoir Axel. Je suis ravi donc bien entendu de présenter mon collègue Axel Marchal, professeur d'énologie donc à l'ISVV, à l'Université de Bordeaux. Axel Marchal a eu une carrière assez rapide, hein, normalien, ayant appris et travaillé sur la chimie moléculaire. Il a choisi de, je pense, plutôt choisi de continuer la chimie, mais dans une passion qui est le vin, et une passion très ancienne chez lui. Hein, et c'est un peu aussi ça qui va nous faire sentir certainement dans cette intervention. Donc, docteur en œnologie, il a travaillé sous la direction de Denis Libourdieu sur un challenge qui existait à l'époque, c'est-à-dire commencer à expliquer la saveur sucrée des vins secs, donc des vins sans sucre, et je pense qu'il a certainement quelque chose encore à nous dire ce soir là-dessus. Et puis, avec une méthodologie qu'il a mise au point, il s'est aventuré sur un autre challenge qui était expliquer quelques éléments de l'amertume lorsqu'on s'écarte un peu des polyphénols traditionnels. Et c'est sans doute aussi quelque chose qui va nous raconter, ou en tout cas quelques bribes de cette recherche. Axel Marchal s'est intéressé aussi et également s'intéresse encore à une partie volatile, et notamment dans une de ses passions la plus ancienne qu'est le chardonnay, et qui sont les grands vins de Bourgogne. Donc je pense que c'est également un dégustateur averti qui enseigne la dégustation, qui est responsable du DUAD, le diplôme universitaire d'aptitude à la dégustation des vins, et il conseille également un grand nombre de propriétés en vinification. Donc aujourd'hui, c'est cette idée du goût. Alors on est dans une époque malheureusement où on parle beaucoup de problèmes de goût, d'agueusie, et on va un peu oublier ces problèmes de goût. Alors je ne sais pas, peut-être pas trop dans la conférence, mais en tout cas l'idée est plutôt de parler du goût, et également donc de nos papilles. Et je vais être très court en lui laissant la parole. On est à l'écoute, nos papilles sont ouvertes, et on est très heureux donc de t'accueillir et de te laisser la parole pour donc une trentaine de minutes, 30-35 minutes. Merci à toi. Bonsoir à tous. Merci beaucoup Gilles de cette introduction. C'est un plaisir d'être à la Cité du Vin ce soir. C'est effectivement dans un milieu un peu vide
J'aurais aimé qu'elle soit plus remplie, mais dans le contexte que l'on vit, je suis déjà ravi de pouvoir me trouver avec vous. Donc je remercie bien sûr toute l'équipe de la Cité du Vin, des Vendanges du Savoir pour cette conférence, pour cette invitation, et plus généralement pour ces événements que je trouve particulièrement importants pour notre filière. Donc ce soir, nous allons parler de vin et de goût. Et en particulier, quelle est la perception du goût du vin. Alors lorsque l'on parle de goût, on est tenté de consulter l'ouvrage de référence en ce qui concerne le goût de Brillat-Savarin, qui s'appelle Physiologie du goût. Et si on consulte Physiologie du goût, on voit que la partie dédiée au vin est très limitée, quasiment à cette seule définition. Le vin est une liqueur qui se fait avec le fruit de la vigne. Alors le caractère très laconique de cette définition valut en son temps à son auteur d'être la cible d'une violente diatribe de Charles Baudelaire en préambule des paradis artificiels. Et au-delà de la querelle littéraire, on peut rejoindre Baudelaire sur la frustration que l'on peut ressentir en lisant cette seule définition, puisqu'elle ne témoigne absolument pas de toute la diversité du vin, de son goût, de ses nuances et de sa finesse. Alors nous allons parler de goût. Le goût, je vous conseille un ouvrage qui cette fois-ci est beaucoup plus détaillé et que vous connaissez bien autour du goût, qui est Le goût du vin d'Émile Pénaud, qui a été réédité plusieurs fois. Le goût du vin, c'est la Bible de l'amateur de vin et de dégustation. Et dans le goût du vin, Émile Pénaud traite de façon générale de la dégustation et pas uniquement du goût. On est tenté, lorsque l'on goûte un vin, on s'inquiète de savoir s'il a un goût de bouchon ou non. Actuellement, beaucoup d'entre nous s'interrogent de savoir s'ils ont perdu le goût. On peut également avoir le goût des autres ou non. On voit par ces différentes illustrations que le goût est un terme qui, en français, a de nombreuses acceptations. On va revenir plus en détail, si vous le voulez bien, sur ce qu'est le goût et sur la définition que l'on peut donner derrière à ce mot. Lorsque l'on consulte le dictionnaire de l'Académie française, dans sa dernière édition, il y a deux parties dédiées au goût, une figurée que je n'aborderai pas ce soir, mais la première, c'est celle qui va nous intéresser plus directement, concerne la perception des saveurs. Dans un premier temps, le goût est défini comme celui des 5 sens par lequel on discerne les saveurs. Dans un deuxième temps, par métonymie, la saveur d'un aliment, d'une boisson, et par analogie, qui se prenait quelquefois pour odeur, parfum, on va y revenir, et par extension, une appétence pour les aliments ou pour un certain type d'aliments, et plus généralement le plaisir que l'on prend à boire et à manger. Alors ce goût, on voit c'est un terme qui est assez générique et qui concerne la perception sensorielle. Et on voit dans cette définition de l'Académie française qu'il peut y avoir une analogie, voire une confusion entre goût et odeur. D'où, quelle est l'origine de cette confusion? Cette confusion tient à la localisation de la perception du goût, puisque le goût est un sens, et ce sens, on le perçoit dans la bouche. Mais dans la bouche, il y a d'autres sens qui sont stimulés lorsque l'on déguste un vin, une boisson autre ou un aliment. Il y a le goût, bien sûr, mais il y a également le toucher. L'astringence est une des perceptions tactiles conférées par le vin. L'astringence est cette sensation de rugosité, d'inconfort de notre langue, de notre bouche, qui résulte des précipitations, c'est-à-dire l'agrégation des protéines salivaires qui assurent la lubrification de la bouche sous l'effet de différentes substances et notamment des tanins. Donc l'astringence n'est pas un goût à proprement parler, mais c'est une sensation tactile. Et on a un troisième sens qui est stimulé lorsque l'on a un vin en bouche, lorsqu'on goûte un aliment, c'est l'odorat. Alors évidemment, quand on pense à l'odorat, on pense à ce qu'on appelle l'olfaction directe, c'est-à-dire que l'on met son nez au-dessus d'un verre de vin, au-dessus d'un plat, et les effluves rentrent par les narines dans la cavité nasale jusqu'au bulbe olfactif, jusqu'à la muqueuse olfactive. Mais il y a également ce que les dégustateurs connaissent bien, qui est la rétro-olfaction.
La rétro-olfaction, c'est le fait de sentir avec la bouche, c'est-à-dire de sentir par la bouche. Et vous voyez le trajet jaune sur le schéma ici. En réalité, les molécules volatiles vont être entraînées dans un flux d'air et elles vont remonter jusque dans la cavité nasale, donnant lieu à une perception olfactive. Donc, en fait, quand on a un aliment en bouche, on a à la fois du goût, du toucher et de l'odorat qui sont sollicités. Et ça, c'est un point important parce que c'est notamment le fait qu'on ait au même endroit différents sens qui soient stimulés, c'est ce qui est à l'origine de la confusion lexicale qui peut en résulter. Et bien souvent, quand on lit des commentaires de dégustation, y compris d'ailleurs dans des copies d'étudiants, on voit que dans le chapitre dédié aux perceptions gustatives, des arômes sont inclus. Le vin est décrit comme ayant un goût de fraise, d'ananas. En réalité, ce sont des arômes de fraise et d'ananas. Le goût, lui, est une sensation le goût au sens strict, qui est lié à la perception des saveurs. Et donc aujourd'hui, ce soir, c'est de cette définition assez stricte du goût dont je vais parler. Alors j'aime beaucoup cette phrase qui est très connue de Colette, que l'on rencontre, que l'on voit dans beaucoup de bars à vin, que l'on voit largement reprise, qui nous dit que seule, dans les règnes végétales, la vigne nous rend intelligible ce qu'est la véritable saveur de la terre. On peut se poser cette question du messager, de la nature du messager. Comment est-ce que, par l'intermédiaire du vin, bien sûr, la vigne nous rend intelligible la saveur de la terre? Bien, en posant un regard un peu moins poétique sur cette citation, on peut en donner une explication avec un regard plus scientifique. En réalité, ce sont les molécules qui constituent le messager de la terre à la tête, puisque ce sont les molécules qui, dans un premier temps, sont synthétisées par la vigne à des concentrations variables en fonction de la variété, c'est-à-dire du cépage, en fonction des conditions météorologiques, en fonction de la nature du sol, en fonction des pratiques humaines qui sont associées, bref, en fonction de ce qu'on appelle le terroir. Ensuite, ces molécules, elles vont être libérées pendant la vinification. Elles vont être libérées là aussi à des teneurs variables en fonction du type de vinification et des choix humains qui les guident. Puis ces molécules vont évoluer au cours du vieillissement du vin, que ce soit en barrique, puis en bouteille. Et enfin, ce sont ces molécules qui vont venir stimuler les sens des dégustateurs. À la fois sa vue, son odorat, son toucher, mais également son goût. Donc, si vous voulez, c'est l'importance de ces molécules qui sont finalement la possibilité de nous rendre intelligible la saveur de la terre. Elles placent l'énologie à l'interface entre analyse chimique et analyse sensorielle. Donc nous allons ce soir parler un peu de molécules et de perception. Alors ces molécules, justement, comment les perçoit-on? Comment perçoit-on le goût? Pour cela, on va faire un peu de physiologie du goût on perçoit le goût dans la bouche. On perçoit le goût dans la bouche, et notamment parce qu'il y a dans la bouche des structures que vous pouvez observer sur votre langue, qui est l'objet du titre de cette conférence, qui sont les papilles. Les papilles, on distingue 4 types de papilles en fonction de leur morphologie, et qui ont également des répartitions différentes sur la langue. Donc on a notamment, vous voyez sur la droite de cette diapositive, une papille en forme de calice, papille caliciforme. Et sur cette papille, on a un sillon qui va être rempli de salive. Et dans ce sillon, on voit des structures que l'on appelle les bourgeons du goût. Alors ces bourgeons du goût, si on zoome sur l'un de ces bourgeons du goût, ce sont des structures qui sont constituées de 50 à 150 cellules à peu près. Et parmi ces cellules, on trouve des cellules gustatives. Ces cellules gustatives, elles sont très importantes puisqu'elles possèdent à leur extrémité ce que l'on appelle les récepteurs gustatifs. Et ce sont ces récepteurs gustatifs qui vont interagir avec les molécules apportées par le flux salivaire, si vous voulez. Quand vous avez un aliment, elles vont venir se solubiliser dans la salive. Dans le vin, les molécules du vin se mélangent avec la salive et elles vont être amenées jusqu'aux récepteurs. Elles vont interagir avec, et c'est de cette interaction, par le jeu d'une cascade enzymatique,
c'est-à-dire d'une réponse finalement. Vous avez une clé, une serrure, et à partir du moment où la bonne clé arrive dans la bonne serrure, il y a un message qui est un message nerveux qui est formé. Et ce message nerveux, ce signal nerveux, il va ensuite être transmis via trois nerfs qu'on appelle les nerfs gustatifs. Donc vous voyez, la perception du goût se fait dans la bouche, mais ensuite, c'est simplement la détection qui se fait à ce stade-là. Et cette détection, elle va générer un message nerveux donc, qui va être transmis par les trois nerfs gustatifs, le corps du tympan, le nerf glossopharyngien et le nerf vague, par des zones qu'on appelle relais dans le cerveau, le noyau du tractus solitaire, l'hippocampe, l'hypothalamus, qui est d'ailleurs la zone qui est très importante puisque c'est elle qui contrôle la prise alimentaire, qui va notamment déclencher le phénomène de faim, et le thalamus pour finalement déclencher dans le cortex la perception consciente. Donc, vous voyez, c'est véritablement dans le cerveau que va naître le goût. Il est perçu dans la bouche et il naît ensuite dans le cerveau. Évidemment, il y a un phénomène intégratif. Je vous l'ai dit, dans la bouche, il y a différents sens qui sont stimulés et on fait très rarement l'expérience du goût seul. Parfois, quand on est enrhumé et qu'on a perdu le goût, en réalité, c'est l'odorat que l'on a perdu bien souvent. Il se peut, dans certains cas, et la Covid en est un exemple, que l'on ait une perte du goût, ce qu'on appelle l'agueusie, mais bien souvent, c'est l'odorat que l'on perd. C'est-à-dire que si l'on boit un café, on en perçoit toujours l'amertume, par contre, on ne détecte plus l'odeur qui est associée. Et là, dans ce cas, on fait l'expérience du goût seul, dénué d'odorat. Mais la plupart du temps, on a différentes perceptions sensorielles qui arrivent dans notre cerveau et qui va ainsi intégrer l'ensemble des messages qui sont ainsi traités. Alors, en ce qui concerne le goût, véritablement, on utilise différents mots pour décrire le goût, et qui sont les mots associés aux saveurs. Il y a 4 saveurs que vous connaissez bien. J'ai mis à chaque fois la molécule de référence pour ces saveurs, une des molécules de référence. Tout d'abord, la saveur sucrée, avec les sucres, comme le fructose, qui est le sucre des fruits. J'aurais pu mettre le saccharose, qui est une molécule un peu plus grosse, et qui est le sucre de cuisine. On a la saveur acide, dans différents aliments. Le citron l'illustre bien, et un composé de référence qui peut être l'acide citrique. L'amertume, j'avais parlé du café et de la caféine qui est associée. J'aurais pu parler de la quinine, par exemple. Enfin, le sel, et notamment le sel de cuisine, qui est le chlorure de sodium. À ces 4 saveurs, on ajoute une saveur qui est bien décrite comme telle et bien acceptée, qui est la saveur umami. Si je peux récupérer la main sur le diapositive. Voilà, merci. Donc cette saveur umami, qui signifie savoureux, délicieux en japonais, c'est une saveur qui est très présente dans la cuisine asiatique, notamment dans la sauce nyokmam par exemple, mais que l'on a également dans notre cuisine européenne, dans un consommé de bœuf par exemple, on a une saveur umami qui est importante. Cette saveur umami, ce n'est ni du sucré, ni de l'acide, ni de l'amer, ni du salé, mais c'est un goût à proprement parler qui est le goût d'acides aminés, notamment celui du glutamate. Alors, ces 5 saveurs, finalement, elles nous permettent de décrire ce que l'on perçoit lorsque l'on goûte, les différents ressentis. Mais bien souvent, elles sont assez insuffisantes et il faut davantage les voir comme des couleurs primaires. On a le bleu, le jaune, le rouge, mais on a une infinité de couleurs entre ces différentes couleurs primaires. On a la même chose pour les saveurs. Par exemple, si vous prenez l'aspartame, c'est un composé qui est sucré, mais qui possède également une amertume. Et si on doit le décrire de façon très succincte, on va dire qu'il est sucré, mais on le distingue pourtant, quand on y prête attention, du goût du sucre. Et on a ainsi un certain nombre de substances qui vont être, si vous voulez, à l'interface entre ces différentes saveurs. On estime qu'il n'y a pas 5 saveurs comme étant un choix strict, mais qu'on a un continuum de saveurs et que, pour reprendre Brillat-Savarin pour le goût cette fois, tout corps soluble possède un goût qui lui est propre et qui ne ressemble à aucune autre. Alors, en ce qui concerne la perception, on a bien souvent, ça c'est un élément que l'on voit repris
dans la pensée collective, parfois dans des ouvrages, on nous parle d'une cartographie de la langue et on nous dit qu'on percevrait le sucré au bout de la langue, l'amer au fond, etc. Ça, c'est quelque chose qui est absolument faux et il est important de l'avoir bien en tête. Il n'y a pas de cartographie de la langue, il n'y a pas de cartographie générale de la langue. En fonction des individus, certains vont être plus sensibles au sucré sur une certaine zone de la langue, d'autres sur une autre, mais il n'y a pas de cartographie générale. Donc ça fait partie des idées préconçues qui circulent. On n'a pas tous, on ne perçoit pas tous de la même façon les saveurs au même endroit. Alors justement, comment perçoit-on les saveurs et comment perçoit-on le goût? Je vous ai parlé des récepteurs gustatifs, on va les détailler un peu plus. On a des récepteurs qui sont caractéristiques des différentes saveurs. Alors, déjà, en ce qui concerne le nombre de récepteurs, les récepteurs olfactifs, on estime qu'il y a environ 400 récepteurs olfactifs. Pour le goût, on a une petite trentaine de récepteurs gustatifs, donc beaucoup moins. Alors, on les classe en deux familles. Les récepteurs à l'acide et au salé, ce sont des récepteurs dits acanoïoniques, c'est-à-dire qu'ils vont laisser rentrer des ions et ça va permettre de générer le signal. Tandis que les récepteurs aux saveurs amères, umami et sucrées sont des récepteurs qu'on appelle couplés aux protéines G. Ça, c'est un terme plus... Je ne vais pas entrer dans la biochimie de la perception, mais l'interaction avec le récepteur va entraîner un certain nombre de réactions biochimiques qui vont aboutir au signal nerveux. Et on voit notamment une certaine similitude entre les récepteurs à l'umami et au sucré. Vous voyez, umami, on l'appelle T1R1, T1R3, parce qu'il y a deux sous-unités, une sous-unité T1R1, une sous-unité T1R3. Et le récepteur au goût sucré, lui, c'est une sous-unité T1R2 et la même sous-unité T1R3. Ça, vous allez voir, ça a son importance, on en reparlera tout à l'heure. Si on regarde, on a un récepteur à l'acide, un récepteur au salé, 25 récepteurs à l'amertume, un récepteur à l'umami et un récepteur au sucré. C'est-à-dire qu'on a un équipement beaucoup plus important pour détecter le goût amer avec une grande diversité de molécules amères qui peuvent être perçues. Alors, en ce qui concerne le récepteur au goût sucré, vous allez me dire, ceux qui connaissent un petit peu les édulcorants vont dire oui, mais entre le sucre, l'aspartame et d'autres composés sucrés qu'on va voir dans un instant, il n'y a pas grand-chose à voir. Comment est-ce qu'ils peuvent tous interagir avec la même serrure? Mais en réalité, ils n'interagissent pas de la même façon. C'est-à-dire que ce récepteur au goût sucré, il va avoir différents sites de fixation. Et la réponse différera en fonction du site sur lequel se fixe l'édulcorant. Alors, on va dire quelques mots de la sensibilité gustative, si vous voulez bien, et notamment pour parler d'un composé sucré qui est très répandu dans vos placards et dans votre alimentation, qui est le saccharose, qui est le sucre de cuisine. Le saccharose, c'est un composé dont le seuil de détection, la concentration, si vous voulez, la concentration à partir de laquelle on le détecte, est une concentration assez élevée. C'est 10 millimolaires. Alors, pour ceux qui ont oublié leur cours de chimie, les molaires, c'est une quantité de molécules, si vous voulez. Mais là, peu importe. Ce qu'on va voir surtout, c'est en relatif. Donc, vous voyez, le saccharose, environ 10 millimolaires. Si on regarde d'autres molécules sucrées, l'aspartame, on le détecte à 1 millimolaire, c'est-à-dire qu'il est environ 10 fois plus intense. L'estévioside, c'est à 0,1 millimolaire. La tomatine, c'est à 1 micromolaire. Donc on va avoir de gros écarts de sensibilité d'une molécule à une autre. Et il n'y a pas, et ça c'est un point important, il n'y a pas de sensibilité générale à une saveur. Vous voyez, dire « Ah ben moi je suis sensible au sucré » ou « Je ne suis pas sensible au sucré », ça n'a pas véritablement de sens puisqu'on va être sensible à une molécule. On peut être très sensible au saccharose, mais très peu à l'aspartame. Très sensible à la stévioside et peu au saccharose. Donc il n'y a pas de corrélation au niveau de la sensibilité entre une molécule et une autre. C'est vraiment composé par composé et ce n'est pas une saveur de façon générale. Alors, de la même façon qu'il y a une forte différence d'un composé à un autre, il y en a aussi d'un individu à un autre. On n'a pas du tout les mêmes sensibilités aux mêmes molécules. Il peut y avoir des écarts conséquents en ce qui concerne cette sensibilité. Donc si votre voisin de table trouve le plat trop sucré et que pour vous il est tout à fait à votre goût, ne vous écharpez pas, c'est peut-être lié à une différence de sensibilité au saccharose.
Si on regarde les autres composés sapides, d'autres molécules sapides, on peut voir notamment des composés, le sel, avec un seuil de détection qui est du même ordre de grandeur que celui du sucre, les acides, l'acide citrique plus bas, et on voit une certaine sensibilité, voire une très forte sensibilité pour des composés amers. Là, je vous ai mis la cassine, qui est un composé végétal, qui est présent dans certaines plantes. Et la cassine est le composé le plus amer que l'on connaisse, avec un seuil de détection extrêmement bas, 2 10 puissance moins 10 molaires. Et la cassine, c'est finalement la perception de façon générale à l'amertume et aux autres saveurs, on peut les relier à des fonctions physiologiques. Par exemple, le sucre, le saccharose, c'est quelque chose qui est notre sensibilité au sucre conditionne notre attrait pour des nutriments riches en énergie, donc des aliments riches en sucre qui vont nous procurer de l'énergie, ce qui explique que l'on a de façon innée une attraction pour les composés sucrés et pour ce qui est sucré. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tous, mais par exemple, l'attrait pour le sel, c'est notamment pour maintenir un équilibre dans notre corps, un équilibre électrolytique. Notre sensibilité à l'acide, ça va être à la fois pour être capable de mesurer la maturité des fruits, mais aussi de détecter d'éventuelles contaminations microbiennes, certains micro-organismes produisant des acides. Je vous parlais de la sensibilité élevée à l'amertume, et cette sensibilité, on peut la relier à une des fonctions de la détection gustative, qui est notamment la détection de toxines. Un certain nombre de substances amères sont des substances toxiques, ce qui n'est pas le cas de toutes, hein, heureusement, mais ce qui peut expliquer le fait que l'on ait une répulsion, et l'enfant a généralement une répulsion vis-à-vis de la saveur amère qui va s'apprendre, donc c'est une saveur qui est moins naturelle, qui est plus culturelle au niveau de son appréciation, parce que justement sa détection est liée à la perception de toxines, et d'ailleurs, c'est ce qui explique que dans d'autres espèces, on a une perception assez large de l'amertume. Et par exemple, je vous disais que l'homme a 25 récepteurs à l'amertume, mais la grenouille en a 51, par exemple. Alors que le dauphin n'en a pas, puisque le dauphin, qui est purement carnivore, dans son alimentation, n'est pas soumis à de la consommation de végétaux potentiellement toxiques, et donc il a perdu, au fur et à mesure de l'évolution, les gènes codant pour les détecteurs amers. Pour les récepteurs amers. Alors le goût des animaux, c'est un sujet qui est très intéressant, on s'éloigne un petit peu, mais juste en quelques mots. Vous voyez par exemple l'exemple du chat, n'essayez pas d'attirer un chat avec un morceau de sucre. Le chat n'est pas sensible au sucre parce qu'il a perdu une des sous-unités. Vous vous rappelez, pour les récepteurs sucrés, il y avait 2 sous-unités. Il y en avait une qui était commune avec le goût umami, qui était le goût de la viande. Autant vous dire que celle-ci, le chat l'a bien préservée. Mais il y en a une, c'est la sous-unité T1R2, qui permet de détecter le goût sucré. Et le chat, au fur et à mesure de son évolution, l'a perdu. De la même façon, si on prend l'exemple du panda géant, le panda géant, lui, appartient à l'ordre des carnivores, mais pourtant, il n'est pas capable de détecter l'umami. Son génome a été séquencé et il a montré que le gène codant pour T1R1, donc une sous-unité du récepteur umami, est en fait un pseudogène et il n'est plus exprimé. Donc le panda n'est plus capable, son alimentation étant exclusivement végétale, il a perdu la détection de l'umami, contrairement à ses cousins les ours. Alors, une fois que l'on a parlé un petit peu de ces mécanismes de la perception gustative, on va parler du vin, de ses équilibres. La qualité d'un vin repose sur 2 éléments importants qui sont la typicité aromatique, liée à des composés volatiles, donc qui vont stimuler l'odorat, et l'équilibre gustatif, lié à des composés non volatiles qui vont stimuler le goût. Dans les vins blancs, Émile Pénaud avait défini ces équilibres gustatifs comme résultant d'une balance entre l'acidité et le moelleux. Dans les vins rouges, il y a une 3e contribution qui est la contribution amère. Donc, dans les vins, on a essentiellement ces perceptions qui sont mises en jeu. Alors, d'où vient le goût du vin ? C'est une question bien. Vous allez me répondre de molécules. Et donc, d'où viennent ces molécules ? Ces molécules, elles proviennent en majeure partie du raisin, évidemment. Et on a ainsi l'effet des cépages et l'effet terroir de façon générale. Donc c'est ce qui explique une majeure partie des variations de goût d'un vin à un autre. Mais on a également une contribution gustative liée aux fermentations.
puisque certains micro-organismes sont capables de former des composés acides ou d'en dégrader. Ils sont capables, pour certains, de former des composés à saveur sucrée ou d'en dégrader. Donc on a la fermentation modifie, les fermentations modifient l'équilibre gustatif des vins. Ensuite, on a une troisième contribution qui est celle du bois. Le bois de chêne peut libérer des molécules avec un goût sucré, on va y revenir dans quelques instants. Et enfin, au cours du vieillissement du vin, des réactions chimiques peuvent créer de nouvelles molécules sapides, en dégrader, et ainsi l'équilibre gustatif du vin va être modifié. Par exemple, les amateurs de vieux vins liquoreux parlent souvent du fait que le vin mange ses sucres en vieillissant, alors même que la teneur en sucre est la même, mais on va avoir une diminution de la perception sucrée, qu'aujourd'hui on ne sait pas expliquer. Alors, je vais vous donner quelques exemples de composés sapides du vin, et notamment de composés acides. Parmi ceux-ci, l'acide tartrique qui est un composé très important, c'est en allemand Weinsäure, c'est-à-dire l'acide du vin. Et cet acide tartrique, il est le support majeur de l'acidité dans les vins. Il est apporté par le raisin. Dans le raisin, on trouve un autre acide qu'on connaît bien dans la pomme, qui est l'acide malique. L'acide citrique également, qui lui est présent à faible concentration, donc il n'y a pas de contribution majeure. C'est essentiellement l'acide tartrique, dans une certaine mesure l'acide malique. On trouve de l'acide acétique, qui est l'acide du vinaigre, qui lui a cette particularité d'être à la fois un composé sapide, qui a du goût, mais aussi un composé odorant, puisqu'il est suffisamment volatile pour donner une odeur de vinaigre. L'acide lactique, lui, c'est un composé qui résulte de l'acide malique. Vous voyez, il est formé par les bactéries lactiques qui dégradent l'acide malique et le transforment en acide lactique. Or, l'acide lactique est moins acide que l'acide malique. Donc, quand les bactéries font ce qu'on appelle la fermentation malolactique, elles transforment l'acide malique en un acide moins fort, l'acide lactique, et le vin se trouve adouci. On a un autre acide qui est l'acide succinique, formé par les levures et qui a un goût acide mais également un caractère umami. Dans le raisin, on trouve des sucres. Le fructose et le glucose à des concentrations importantes, ça peut aller jusqu'à 220-250 grammes par litre, qui vont être formés par la photosynthèse au cours de la maturation du raisin, mais qui sont consommés par les levures. C'est-à-dire que dans les vins secs, il n'y a quasiment plus de fructose et de glucose, en tout cas pas suffisamment pour qu'on les perçoive. Par contre, dans les vins liquoreux, quand vous appréciez votre verre de Sauternes, de Barsac ou d'autres vins liquoreux, la saveur sucrée est conférée par du fructose et du glucose qui étaient naturellement présents dans le raisin et qui n'ont pas été entièrement transformés par la levure. En quoi sont-ils transformés? Ils sont transformés notamment en éthanol, en alcool, qui lui a une saveur à la fois douce et amère, mais sa contribution à la saveur sucrée des vins secs est nulle. Par contre, il contribue aromatiquement et même au niveau somesthésique à la perception sensorielle. On forme du glycérol pendant la fermentation, mais ce glycérol, il n'a pas d'impact sur le goût, quoi qu'on veuille en dire. Son seul impact éventuel pourrait être dans les vins liquoreux à des concentrations très élevées, mais là, le fructose et le glucose assurent la partie sucrée. Enfin, la dimension amère, elle va être liée à des composés du raisin. Vous avez certainement déjà tous entendu parler des tannins. Ces tannins, ce sont en fait comme des chaînes dont les maillons de base sont des composés comme la catéchine, l'épicatéchine. Ici, je vous ai représenté l'épicatéchine qui elle-même est amère. Et il y a d'autres substances, notamment, là vous voyez le lionérésinol, qui est un composé amer dont on a démontré la contribution au vin élevé sous bois de chêne, puisque c'est un composé qui est apporté par le bois. Alors maintenant, comment est-ce que le goût change au cours de la vinification? Le professeur Denis Dubourdieu définissait la vinification comme l'acte de guider le phénomène naturel de la transformation du raisin en vin en intervenant le moins possible, mais à bon escient. Et cette définition, je pense, concentre tout l'esprit de la vinification bordelaise, c'est-à-dire que faire du vin, c'est un phénomène culturel. Le vin n'est pas un produit naturel. Le raisin est un produit naturel. Mais le vin est un produit culturel, c'est-à-dire qu'il y a une transformation du raisin qui se fait sous l'effet de micro-organismes, mais également guidé par l'homme. Et l'homme fait du vin depuis des millénaires, et au fur et à mesure du temps, il a affiné ses techniques. Alors, je vais vous montrer, par exemple, l'illustration d'un travail de recherche qui a été conduit dans une thèse, la thèse de Blandy-Crétin soutenue en 2016. Elle a démontré qu'on avait des cuves de Merlot, de Cabernet Sauvignon, qui subissaient la fermentation alcoolique, donc avec des raisins rouges à l'intérieur.
Et à l'issue, une fois que la fermentation alcoolique était terminée, tout le sucre, il n'y avait plus de sucre, le sucre avait été transformé en alcool. Et il y a dans la vinification traditionnelle une phase que l'on appelle la macération à chaud, macération post-fermentaire, pendant 10 jours à 30 degrés. Et lorsque l'on goûte, lorsque l'on a ainsi des vins qui ont subi cette macération post-fermentaire, ou qui ne l'ont pas subi parce qu'on les aura retirés avant cette période de contact, lorsque l'on déguste, on voit qu'il y a une différence de sucrosité. C'est-à-dire que le vin qui a été élaboré avec une phase de contact pendant la macération post-fermentaire à chaud, le contact c'est entre le vin lui-même liquide et les parties solides du raisin qui restent dans la cuve, qui sont les pellicules et les pépins, parfois les rafles, eh bien, le vin qui a subi cette macération post-fermentaire a gagné en saveur moelleuse, a gagné en sucrosité. Et pourtant, sa teneur en sucre est absolument la même. Si on regarde un autre livre très intéressant d'Émile Pénaud, dont je vous recommande la lecture, qui s'adresse plutôt aux vinificateurs, qui est Le vin et les jours, Pénaud décrit une expérience qui avait été faite, une expérience historique, qui avait été faite au début du XXe siècle par un dénommé Pacotet et que Pénaud avait reproduit. Cette expérience, ça consiste à vinifier d'abord le mou seul, la pulpe, le mou et les pellicules, et enfin le mou, les pellicules, les peaux et les pépins. Et il en décrit les résultats. Le mou seul aboutit à un faux vin blanc, gris ou rosé, lourd, nécessitant une acidification. Le vin qui est infusé avec les seules peaux est coloré, il se goûte souple mais plat, comme un complet. Les pellicules cédant rapidement leur contenu, une cuvaison prolongée n'améliore pas ce vin. Enfin, le vin qui est obtenu avec les pellicules et les pépins est le plus équilibré. Moelleux et velouté, il gagne à cuver. Et donc dans cette expérience, Pénaud semblait suggérer le fait que les pépins apportent du moelleux. Quand on croque dans un pépin de raisin, ça ne nous vient pas immédiatement à l'esprit. Mais en réalité, dans la vinification, le pépin n'est pas croqué. Donc on a reproduit cette expérience en la traitant avec des techniques d'analyse sensorielle actuelles. Et le résultat est similaire, c'est-à-dire que la sucrosité est plus importante dans la modalité témoin, avec les pépins, que dans la modalité sans les pépins, alors même qu'au niveau chimique, il n'y a pas de différence de teneur en sucre. Pourquoi ? Eh bien parce que vraisemblablement, il y a dans les pépins des composés qui possèdent un goût sucré, mais qui ne sont pas des sucres. Ces composés, on ne les connaissait pas et on a cherché à les identifier. Pour cela, je vous fais très succinctement cet aspect-là. On a pris des pépins qui ont été macérés et ensuite, par l'utilisation de différentes techniques, on a séparé les molécules, on a fractionné, comme on appelle notre extrait de pépins. Chaque fraction a été goûtée et on a procédé étape par étape. D'abord, on fractionne en quelques groupes, puis le groupe qui est le plus sucré, on le conserve et on le refractionne à nouveau, comme si on procédait par entonnoir, jusqu'à arriver à des composés purs qui possèdent un goût sucré. Alors, je le résume en quelques secondes, ce n'est pas faire honneur à ce travail qui a nécessité de nombreux mois et qui était très délicat. Et en fait, à l'issue de ce travail, Blandine a identifié quelques composés qui possèdent une saveur sucrée, qui ne sont pas des sucres, et qui sont présents dans les raisins. Donc on a bien ici une démonstration du fait qu'il y a d'autres composés sapides, comme de façon dans la stevia, il y a les stéviosides, et bien dans le raisin, il y a des composés qui augmentent la saveur sucrée. Un autre point qui concerne là l'élevage, au cours de l'élevage en barrique, on sait qu'il y a un certain nombre de molécules volatiles qui sont libérées, qui vont apporter des arômes de vanille, de noix de coco, des arômes épicés, des arômes torréfiés au vin. Mais au cours de cet élevage en barrique, il y a également une modification du goût, notamment de l'équilibre entre l'amertume et la douceur. Et ça, c'est un phénomène que l'on a cherché à comprendre. Pourquoi ? Parce que la connaissance apporte de la liberté. C'est-à-dire que quand on connaît un phénomène, on est capable de le reproduire, on est capable de le maîtriser. L'idée n'est absolument pas d'apporter quelque chose dans le vin. Vous voyez, il n'y a pas d'aromatisation, il n'y a pas d'édulcoration du vin. Loin de nous l'idée d'apporter des molécules exogènes au vin. Il s'agit simplement de maîtriser les pratiques, qui sont bien souvent des pratiques ancestrales, et pour pouvoir être capable de les reproduire et de les pérenniser. Donc, si vous voulez, de la même façon, on fait quelque chose de très simple au départ, qui se base sur l'empirisme. C'est un même vin, élevé dans différents contenants, en cuve inox, dans des barriques, avec des barriques neuves, des barriques usagées, dans des cuves bois. Et à l'issue de l'élevage, lorsque l'on goûte les vins, eh ben, on a observé des différences de sucrosité. Certains vins, les vins élevés au contact du bois, en particulier du bois neuf, en barrique, avaient une sucrosité plus importante. Et pourtant, ils n'avaient pas plus de sucre. Pour élucider ce mystère, on a utilisé le même type de démarche et on a pu isoler quelques composés, un certain nombre,
Ça, c'était des travaux qui ont été faits pendant ma thèse, puisque ce sujet m'avait été confié par Denis Dubourdieu, et on a identifié quelques composés. Puis, dans les temps qui ont suivi, aujourd'hui, on a identifié une quarantaine de molécules qui sont des molécules naturelles, naturellement présentes dans le bois, libérées au cours de l'élevage, et dont certaines vont apporter une saveur sucrée. Alors, quelle application? Puisque dans l'énologie, il y a une partie de compréhension, mais c'est une science appliquée dont le but est justement de guider certains mécanismes de l'élaboration du vin. Bien, globalement, en tonnellerie, en Europe, on utilise deux espèces de chêne, le chêne sessile et le chêne pédonculé. Et le chêne sessile a toujours été préféré pour l'élevage des vins. Donc on a voulu voir s'il y avait eu un effet de l'espèce sur ces composés, sur ces triterpènes. Et donc on a dosé, on a pris des échantillons dans des forêts. Des collègues de l'UMR Biogéco à Bordeaux ont analysé, ont déterminé par analyse génétique l'espèce de chêne. Et nous, en parallèle, on a dosé les composés à saveur sucrée et à saveur amère. Donc il y avait deux catégories de composés. Et bien, ce que l'on voit, c'est que dans le chêne sessile, en gris clair, il y a beaucoup plus de composés à saveur sucrée que dans le chêne pédonculé. A l'inverse, le dernier composé, vous voyez tout à droite, là, l'histogramme en droite, lui, il y en a beaucoup plus dans le chêne pédonculé que dans le chêne sessile. Et quand on fait le rapport, en calculant un petit indice, là, qui est un rapport de concentration, on voit qu'il y a une différenciation très nette entre le chêne sessile et le chêne pédonculé, basée sur cette composition triterpénique. Donc ça veut dire qu'on est capable, avec une analyse très simple, d'identifier l'espèce de chêne, et ainsi de sélectionner le bois de chêne en fonction de sa composition, si vous voulez. On a mis en place des expérimentations dans lesquelles il y avait deux modalités. Une modalité où le bois avait été sélectionné, une autre où le bois n'avait pas été sélectionné. Et on voit que dans le bois sélectionné, pour contenir davantage de composés sucrés, eh bien, le vin a été préféré. Le vin a été préféré et le boisé a été jugé comme mieux intégré de façon générale, avec plus de sucrosité. Et donc, ça peut donner lieu à des développements industriels. Donc, il y a vraiment cette notion d'application également dans l'énologie. Et il y a un aspect fondamental qui est la connaissance et la compréhension du goût, mais également une application. Alors, pour terminer, je veux simplement ouvrir sur une nouvelle méthodologie d'approche que l'on a, puisque je vous ai parlé du fait que l'on devait goûter. La dégustation, c'est quelque chose de délicat, de subjectif. Et grâce à une collaboration avec des collègues de l'équipe de Loïc Briand au CSGA de Dijon, eh bien, on a mis en place, c'est dans le cadre de la thèse de Delphine Vinstel, qui a été soutenue en 2019, et c'est un travail qui se poursuit. On a mis en place des détections en utilisant directement les récepteurs gustatifs qui sont exprimés dans des cellules. Et finalement, là, on a un détecteur qui est une sorte de dégustation in vitro, en quelque sorte. Alors, le dernier point, dans ce qui concerne la dégustation, je vous ai parlé en introduction de ce message de la terre à la tête, ben c'est évidemment la tête. Et là, c'est un champ de recherche qui est largement ouvert. Une collaboration avec des collègues de l'Université de Bordeaux, du Centre de neuroimagerie, a été entamée. J'espère qu'elle pourra se poursuivre. Ça, ce sont des résultats qui ont été menés par des collègues italiens, d'une étude qui date déjà un petit peu. Mais l'idée serait de voir ce qui se passe dans le cerveau lorsque l'on déguste, quelle est l'activation qui va être générée par des composés sapides. Est-ce qu'on a la même activation avec du sucre ou avec des composés qui ont une saveur sucrée mais qui ne sont pas du sucre? Et de façon générale, mieux comprendre ce qui se passe dans le cerveau du dégustateur pendant qu'il déguste. Alors pour terminer, si vous voulez en savoir un peu plus sur le goût et sur la perception du goût, je vous recommande ce livre qui a été écrit par Loïc Briand, qui est certainement le spécialiste du goût, qui travaille au Centre des sciences du goût et de l'alimentation à Dijon, et qui est véritablement le spécialiste du goût en France, qui est en plus un livre assez ludique. Donc si vous voulez en savoir plus, je ne peux que vous recommander sa lecture. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Axel. On va donc passer un petit moment ensemble, et notamment avec les questions du public ou éventuellement quelques questions que je peux générer aussi. Merci de cette approche du goût, aussi bien physiologique qu'énologique. Et je crois que c'était l'intérêt non seulement de rappeler des éléments évidemment scientifiques, mais aussi d'en voir des applications très, très intéressantes, et de voir que la recherche continue. Quelques pistes de recherche ont été annoncées ici, et ça montre que évidemment l'intérêt scientifique est toujours là dans le vin. Le vin est une matière de recherche passionnante et qui passionne justement ton équipe et les chercheurs en général.
en général. Alors, des questions. Alors, on peut commencer par les questions que nous avons au tableau, j'allais dire. Et puis, j'en aurai peut-être quelques-unes. Et puis, n'hésitez pas, surtout. Hein, vous avez l'occasion de poser des questions, donc allez-y. Et précisons encore pendant une vingtaine de minutes des éléments, du contexte, du goût et le goût, bien sûr, dans l'application de l'énologie. Alors, peut-être cette question sur, finalement, l'hérédité, les facteurs génétiques. C'est intéressant, c'est évidemment des choses qui nous intéressent, qui nous questionnent. Finalement, existe-t-il des facteurs génétiques, finalement, sur la sensibilité aux différentes saveurs, nous pose donc cette première question. Alors oui, effectivement, on a au niveau génétique, par exemple, il y a certains récepteurs au goût amer. Il y a un composé qui est bien connu, que l'on utilise d'ailleurs dans les cours de dégustation, propylthiouracile, qui est détecté par un récepteur particulier. Donc ce récepteur est assez spécifique de ce composé. Et on voit notamment à l'échelle de certains pays qu'il y a une fréquence de ce gène qui va être beaucoup plus importante dans certains endroits que dans d'autres. Donc il y a un facteur génétique évident sur l'expression de certains gènes et ainsi sur la sensibilité que l'on a aux différentes saveurs. Alors, on continue. Alors, ça va, évidemment, comme les questions arrivent et ne sont pas du même type, on va les prendre un petit peu, quand même, sans doute à peu près dans l'ordre. Et là, on a une question peut-être sur le goût métallique. On pose une question. Pouvez-vous nous dire un mot sur le goût métallique? Alors, bien sûr, sans doute aussi en énologie, mais globalement, est-ce qu'il existe? Existe-t-il? Finalement, ça nous interroge. On s'interroge beaucoup là-dessus. C'est une réponse sur laquelle... c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse tranchée, puisqu'elle correspond vraiment à des questions de recherche actuelles. Il y a par exemple aussi le goût d'espèces métalliques, le goût du calcium, par exemple. Il y a certains animaux, les chiens, vont avoir un attrait pour le calcium important. Donc on se pose la question de savoir s'il y a des récepteurs spécifiques au calcium et la présence de récepteurs qui permettraient de détecter le goût des espèces métalliques. Et là, je parle bien pas de ce que l'on pourrait associer à un caractère métallique, mais vraiment des métaux en eux-mêmes. Ça fait partie des hypothèses qui sont soulevées pour d'autres types de récepteurs gustatifs. Oui, parce que dans le vin, finalement, on parle de goût ferreux, on s'interroge sur le goût du cuivre. C'est des questions qui intéressent aussi les professionnels. Oui, effectivement. Ouais. Ce goût métallique fait partie des préoccupations que l'on peut avoir, qui sont soit directement liées à des substances métalliques, soit aussi, on peut imaginer qu'il y a certains composés organiques qui donnent un goût qui évoque le caractère métallique. Alors, évidemment, si on reste sur la sensibilité, on était sur la génétique et sont arrivées 2 ou 3 questions autour de la sensibilité. La pratique, notamment, peut-elle développer nos seuils de détection? Donc, peut-on améliorer notre sensibilité? C'est une question qui nous intéresse tous. Ça, je pense que, Gilles, c'est vous qui me l'a posé, mais vous serez certainement plus à même que moi d'y répondre. Notamment, il y a eu beaucoup de travaux qui sont faits à l'ISVV à ce sujet-là par ma collègue Sophie Tempère, qui a étudié beaucoup l'aspect olfactif, peut-être un peu moins l'aspect gustatif, mais il y a quand même des éléments qui permettent de montrer que, oui, on peut améliorer sa sensibilité gustative. Et de façon générale, en matière de dégustation, rien n'est figé et rien n'est inné de façon absolue. Donc tout évolue et on ne peut que vous recommander de plus déguster pour mieux déguster. Alors évidemment, la question qui suit, elle n'est peut-être pas du même auteur, mais enfin, elle suit évidemment l'idée. Finalement, est-ce que, avec l'âge, quel est l'intérêt de l'âge? Est-ce qu'on perd son goût avec l'âge? Est-ce que finalement l'expérience compense? Enfin, tout ça, c'est lié à la première question. Alors, bien sûr, si vous voulez, un bon dégustateur, c'est pas un bon spectromètre de masse, c'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui va avoir une sensibilité maximale. On peut perdre en sensibilité, mais compenser justement par des phénomènes d'expérience. Et l'âge, il ne faut pas croire qu'il y a une date de péremption sur nos capacités de dégustation. Donc ne vous inquiétez pas, le temps qui passe n'est pas un frein à votre perception gustative. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Ouais. Alors, également, il y a donc des questions qui deviennent précis sur quelques éléments énologiques. Peut-être l'idée de la question, tu la lis en même temps que moi, mais compte tenu de la première partie de l'exposé, quelle est la part d'objectivité que l'on peut quand même accorder à l'avis d'un expert, finalement, entre
c'est aussi une question assez qui intervient souvent dans le questionnement des professionnels. Effectivement, c'est une question qui intervient et qui, notamment, on voit qu'on raisonne beaucoup en ce qui concerne, quand on veut donner un jugement le plus objectif possible sur un vin, ce qui est très difficile, on raisonne non pas plus à l'échelle de l'individu, mais à l'échelle du panel, qui va justement, en regroupant un certain nombre d'individus, qui va niveler les différences de sensibilité d'une personne à une autre, et qui va essayer de donner une réponse qui va être la plus robuste possible, parce qu'elle ne résulte pas d'un seul individu, mais de plusieurs. Alors ensuite, en ce qui concerne l'évaluation du vin en tant que tel, le modèle qui a été construit notamment par les critiques, c'est une personne avec un avis. Mais cet avis-là, il n'est pas discutable parce que c'est l'avis d'une personne, mais il n'a pas valeur de vérité générale. Et on peut avoir des critiques, on en connaît certains, qui vont être insensibles à certains caractères, qu'ils soient olfactifs ou gustatifs, ou à l'inverse, hypersensibles. Et donc ça conditionne leur perception et bien sûr la façon dont ils vont évaluer les vins. Merci. Alors, arrivent donc des questions qui sont liées, bien sûr, à la pratique œnologique, et on voit l'intérêt des questions. Par exemple, en matière d'élevage, que peut apporter l'amphore par rapport au bois? Puisque le bois a été évidemment pris comme exemple d'intérêt fort sur quelques éléments, aussi bien de l'amertume que de la sucrosité. Je te laisse répondre peut-être à cette première question, peut-être réexpliquer cet élevage en amphore ou l'utilité de l'amphore, et puis après peut-être directement la question. Alors l'idée de l'amphore, c'est finalement une idée ancienne qui consiste à utiliser un contenant qui n'est pas un contenant en inox, qui n'est pas un contenant en bois et qui n'est pas un contenant en béton comme on en utilise couramment. Généralement, l'inox est en terre cuite. L'amphore est en terre cuite. On a des contenants en grès, par exemple, qui existent aussi, et qui sont des contenants d'élevage où il n'y aura pas d'apport de composés du bois, par définition, donc pas d'effet olfactif ni gustatif lié au composé du bois, mais un apport d'oxygène qui est l'autre pendant de l'élevage en barrique. C'est-à-dire que dans l'élevage en barrique, il y a des molécules du bois qui vont être libérées, mais il y a aussi de l'oxygène qui va être apporté au cours de cet élevage. Avec l'amphore, il y a un apport d'oxygène dont on mesure plus ou moins l'intensité, mais on n'a pas de contribution des composés du bois. Donc on a le vin qui va se présenter différemment. Si vous voulez, ce ne sera pas un autre vin, ce sera le même vin, mais avec un autre costume. Alors, puisqu'on était sur la cuverie, une question sur l'inox, l'élevage en inox, l'élevage en bois, sous-bois. Est-ce que là aussi, tu as une ou deux précisions à donner, et puis on passera peut-être à... Il n'y a pas de généralité par rapport à ça. Par contre, il y a certains types de vins qui vont avoir besoin justement... L'inox, c'est un matériau qui est inerte. Vous voyez, contrairement à l'amphore qui n'est pas inerte en termes d'apport d'oxygène, l'inox est lui totalement inerte à la fois en termes d'apport d'oxygène et en termes puisqu'il n'y a pas d'oxygène apporté, et évidemment, il n'y a pas de composé du bois. Pour certains types de vins, ça peut très bien fonctionner. Pour d'autres, au contraire, notamment les vins rouges, ils peuvent avoir besoin d'avoir quand même un apport d'oxygène qui va permettre de faire d'évoluer leur composition, de stabiliser leur couleur, d'adoucir leur structure. Donc on ne peut pas dire que les vins sont meilleurs quand ils sont élevés en bois ou qu'ils sont meilleurs parce qu'ils sont élevés en inox. Ça va tout à fait dépendre du type de vin. Certains vont avoir des besoins élevés en oxygène, donc dans ce cas-là, le bois sera préféré. Par contre, d'autres vont avoir besoin d'être protégés de l'oxygène et le bois, pour excessivement utilisé, pourrait les détruire. Alors pour terminer finalement la question, c'est la question du bouchon, le rôle du bouchon, le bouchon en liège ou le bouchon capsule, voire le bouchon en plastique. Finalement, quel est son rôle par rapport au goût du vin? Alors si on reprend les 4 catégories d'origine du goût du vin, le bouchon a un rôle dans la 4e, c'est-à-dire dans le vieillissement, d'un bouchon à un autre, on n'a pas le même rapport à l'oxygène. Le vin a un rapport ambigu avec l'oxygène, c'est-à-dire qu'on a besoin d'oxygène dans l'élaboration du vin, mais au cours de son vieillissement, l'oxygène peut être un apport trop important d'oxygène peut être nuisible. Donc l'obturateur qui va régler l'entrée d'oxygène dans le vin, le bouchon qui va régler l'entrée d'oxygène dans le vin, s'il est trop perméable, il va entraîner une oxydation et bien souvent une augmentation de l'amertume des vins si cette oxydation est trop précoce et trop importante. Alors peut-être pour revenir sur les éléments du goût, une question sur finalement les exhausteurs. On a parlé de l'umami tout à l'heure. Existe-t-il réellement des exhausteurs? Quel est leur rôle? Est-ce que la science s'intéresse à ça aussi?
Alors, les exhausteurs, c'est quelque chose qui existe tout à fait dans l'agroalimentaire, que l'on connaît bien, qui est un sujet très important. Le glutamate et le goût umami, de façon générale, a un rôle d'exhausteur de goût. Oui, il y a des substances qui vont avoir un rôle d'exhausteur dans le vin, et notamment, cet exhausteur, ça peut être à la fois au niveau perceptif, mais également au niveau cognitif. C'est-à-dire qu'on peut avoir deux composés qui, pris ensemble, vont avoir un effet synergique, c'est-à-dire que l'intensité conjointe sera supérieure à la somme des intensités. Et donc ces effets d'exhausteurs de goût, malheureusement, ils sont très difficiles à décrire. On connaît assez peu les exhausteurs de goût dans le vin, et c'est une thématique de recherche, évidemment, à laquelle on pense déjà depuis quelques temps, mais qui est difficile à étudier, puisqu'il faut déjà avoir une bonne connaissance des composés qui font le goût du vin. Et ensuite, on pourra voir comment est-ce que ce goût est modulé. Donc, magnifique sujet pour les années à venir. Et puis, évidemment, la question est tombée. Elle est traditionnelle et elle est intéressante en soi, puisqu'on le voit, le mot écrit dans pratiquement un commentaire sur deux. Quid de la minéralité? Existe-t-elle? Est-elle un goût? Qu'est-ce que tu peux en dire, même si on n'a que quelques secondes pour le dire? Alors, la minéralité, c'est effectivement c'est un marronnier des commentaires de dégustation. C'est quelque chose qui revient de façon très, très récurrente. C'est un terme qui est plutôt, et d'ailleurs comme beaucoup de termes dans le vocabulaire de la dégustation, qui relève de la perception imagée. Et cette perception imagée, elle est intéressante, c'est d'ailleurs comme ça que l'on décrit les arômes, à condition qu'elle soit perçue, puisque la base du langage, c'est d'avoir une concordance entre, comme disent les linguistes, entre un signifiant et un signifié, entre un objet et le mot qu'on utilise pour le dire. Et le problème de la minéralité, c'est que bien souvent, ça peut avoir un sens pour chacun d'entre nous. Par contre, le sens que l'on a, Gilles, votre définition de la minéralité est certainement différente de la mienne et certainement différente de la vôtre. Donc en réalité, ce mot minéral, moi c'est un mot que je n'encourage pas vraiment à utiliser parce que derrière ce mot, il peut y avoir beaucoup de sens. Et l'important lorsque l'on parle du vin, c'est pas de se comprendre soi-même, c'est de se faire comprendre. Donc ce terme minéral, il est trop ambigu, à mon sens, pour avoir, au-delà d'une représentation globale, pour être compris. Et alors, j'avais préparé une question au cas où, mais finalement, il y en a beaucoup. Mais c'était dans l'expression le goût du terroir. Finalement, c'est pas très loin de certaines imaginations, de ce qu'on entend dans certaines régions viticoles et parmi les plus belles de France. Se cache-t-il finalement une réalité chimique, énologique, ce goût du terroir? Que peut-on également en dire? Est-ce que tu as aussi une définition? Je sais que oui. Alors, le goût du terroir, c'est un sujet qui est passionnant parce que c'est souvent un refuge assez aisé derrière lequel on se cache pour dire « Ah bah mon vin est comme ça, mais c'est normal, c'est le goût du terroir ». Donc ça, c'est assez délicat comme objet. Le goût du terroir, pour moi, la façon dont je le définis, c'est le fait qu'un vin ait en un lieu un goût qu'on ne rencontre nulle part ailleurs. Et ce goût, c'est pas... on ne peut pas le relier à un élément donné. Vous voyez, c'est pas parce que si le vin a une odeur de truffe, c'est pas parce qu'il y a de la truffe dans le sol. C'est parce que en fonction de la nature du sol, en fonction des conditions météorologiques, la vigne a synthétisé des molécules qui vont avoir qui vont être d'ailleurs présentes dans la truffe et qui vont donner l'odeur de truffe à la truffe et qui vont se retrouver dans le raisin puis dans le vin pour donner cette odeur de truffe. Donc finalement, il n'y a pas de lien. Finalement, le goût du terroir, c'est le fait que le lieu ait une influence sur le goût du vin. Et ça, c'est une réalité et c'est justement les différentes équipes de recherche à l'ISVV essayent à la fois de comprendre ce lien, comment est-ce qu'il se développe, comment est-ce qu'il se développe en vieillissant notamment. C'est un sujet de première importance. Ce n'est pas un refuge d'habitude, c'est une réalité à condition qu'on soit suffisamment rigoureux dans son usage et dans sa définition. Alors, on n'a plus beaucoup de temps, mais pourtant il y a 3 questions. Alors on va peut-être en faire 2 très courtes et puis la dernière, on la gardera pour la fin. Très courte, la température, l'effet de la température sur le goût du vin, température du vin sur le goût. L'effet de la température, ça c'est un exercice qu'on fait couramment en dégustation. Généralement, quand on sert un vin à température très basse, l'acidité a tendance à ressortir. Et à température plus élevée, c'est plutôt l'amertume qui ressort. Donc on a un effet de la température sur le goût, bien sûr, ce qui doit inciter, et il y en a également un effet sur l'arôme, à servir le vin à bonne température, pas trop frais pour les blancs, pas trop chaud pour les rouges.
Et donc, beaucoup de progrès dans le service des vins dans les restaurants. Et puis, l'effervescence. Le rôle de l'effervescence sur le goût, là aussi une question intéressante, mais malheureusement une réponse rapide. Bref, alors l'effervescence, déjà il faut savoir que le dioxyde de carbone, quand il est solubilisé dans l'eau, il donne un acide qu'on appelle l'acide carbonique, et donc il y a un effet du dioxyde de carbone, un effet acide, mais aussi un effet qu'on appelle somesthésique, qui fait appel à la sensation tactile, donc qui est très important, qui contribue à l'équilibre gustatif des vins. Quand on met un vin en bouteille, on doit veiller au niveau de dioxyde de carbone, y compris quand c'est un vin qui n'est pas effervescent. S'il y a trop de dioxyde de carbone qui est résiduel, le vin peut se retrouver déséquilibré par cette présence. Alors, je ne sais pas si ça sera la dernière parce que ça continue. Les questions sont toujours là, mais je l'avais réservé pour la dernière et c'était pour l'ouverture un petit peu. L'époque, le goût et l'époque, le goût actuel et le goût d'autrefois. Est-ce que finalement, quand on parle de ça, on parle d'un goût, du goût du vin, c'est le goût d'une génération, nous dit la question posée. Que peux-tu... c'est une question très ouverte, mais intéressante aussi, parce qu'on rencontre aussi la culture, on rencontre les époques, l'attente des consommateurs, et nous sommes dans un moment où le consommateur évolue dans son attente. Donc, je te laisse. C'est une question qui est fascinante, parce qu'elle pose la question du rapport entre le vin et le temps, puisque le vin, c'est un produit qui met longtemps à se faire. On a coutume de dire que un vinificateur a dans sa vie autant d'expérience qu'un mois et demi d'un boulanger, puisqu'il fait du vin qu'une fois par an, contre le boulanger qui fait du pain tous les jours. Et ce rapport entre le vin et le temps, il est assez complexe. Denis Dubourdieu disait que le vin était contemporain. Et moi, je souscris vraiment à cette vision qui consiste à dire qu'à chaque époque, c'est grand vin. Aujourd'hui, on n'a pas le même... On ne produit pas la même musique aujourd'hui qu'on la produisait à la Renaissance. On ne s'habille pas comme on s'habillait à la Renaissance. Et on ne s'habille pas et on ne fait pas la même musique qu'il y a 40 ou 50 ans. Donc le vin, qui est une production sensible, doit être le reflet de son temps. Mais dans le même temps, il y a une forme de pérennité, si vous voulez. Le style change, mais le fond demeure. Et notamment dans ce sens, quelque chose qui est assez fascinant. On travaille, comme vous l'avez dit, sur l'arôme des vins de Chardonnay. Et il y a un texte de 1830 qui décrivait les vins de Meursault comme ayant des arômes de noisettes. Et quand on regarde sur le site du Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne aujourd'hui, les vins de Meursault sont aussi décrits avec des arômes de noisettes. Alors qu'ils ne sont pas faits du tout de la même façon. Le but, c'est pas de revenir en arrière et de faire du vin comme on le faisait à l'Antiquité. Ça, c'est une curiosité comme les écomusées. C'est pas forcément là où on s'amuse le plus. Mais c'est de produire le vin de son temps, mais qui respecte le lieu, en l'occurrence le terroir. Et puis peut-être la dernière question, puisqu'après il va falloir malheureusement nous quitter, mais les vendanges du savoir continuent et il y aura d'autres programmations. Les vins dits naturels ont-ils une typicité différente des autres vins? On est à la limite de la question du goût, mais l'auteur précise, un goût spécifique des vins naturels existe-t-il? Et je pense que le terme de goût est alors dans sa généralité. Alors, ça va être difficile de faire une réponse succincte à un sujet comme celui-ci, qui nécessiterait beaucoup de développement et de nuances dans la réponse. J'aurais tendance à dire que finalement, le vin naturel part d'un principe qui est une vision assez rousseauiste, qui consiste à dire que la nature est bonne et bienfaisante et que l'homme l'a pervertie, et que finalement, l'objet, c'est que l'homme s'efface. Sauf qu'en s'effaçant, le vin étant une production culturelle, il peut y avoir des altérations, un développement de micro-organismes non souhaités, qui peuvent finalement éloigner le vin du goût du lieu. Alors, est-ce que le vin naturel doit avoir un goût, une typicité particulière? J'ai tendance à dire que non. Dans l'absolu, non, puisqu'il doit avoir le goût de l'endroit où il a été produit et non pas de la façon dont il a été fait. Donc, quand on reconnaît un vin à l'aveugle en disant « ça, c'est un vin naturel », il y a fort à parier que le mode d'élaboration a pris le pas sur l'origine et sur l'identité même du lieu. Voilà, et puis puisqu'il faut une dernière question, elle est affichée. Les vins ont voyagé dans l'espace, paraît-il. L'ISVV va s'en occuper, paraît-il. Est-ce que le goût aura changé? Eh bien, j'espère qu'on pourra vous répondre à cette question dans quelques temps, voilà. Puisque les vins vont être analysés dans les différentes équipes de recherche de l'ISVV et notamment les composés du goût vont y être dosés. Voilà, ben on invitera des chercheurs de l'ISVV pour nous raconter l'histoire de l'espace, ou en tout cas du vin qui est passé dans l'espace. Évidemment, je te remercie beaucoup pour cette conférence, pour ces réponses à ces questions, et on voit l'intérêt évidemment des personnes de par
le grand nombre de questions. Je pense qu'on a répondu pratiquement à toutes les questions et du coup, toutes les questions que j'avais préparées, je les ai gardées. Hein, ça sera pour une prochaine fois aussi. Merci beaucoup, Axel. Merci à vous d'être... Merci à vous d'être présents et en grand nombre jusqu'à maintenant. Les Vendanges du Savoir, c'est également la pluridisciplinarité. Il y a un mois, non, il y a 15 jours même, nous étions sur la pathologie, nous étions sur la viticulture, aujourd'hui sur l'énologie et sur la physiologie. Et dans un mois exactement, le 2 mars, Béatrice Laville, professeure de littérature française à l'université Bordeaux-Montaigne, nous parlera de la littérature du 19e siècle et du vin, bien entendu, hein, qui a lu Boira, la fiction du vin au 19e siècle, le 2 mars. Alors nous serons a priori dans l'amphithéâtre, a priori tout seul encore, mais on espère pour pas trop longtemps. Et vous retrouvez évidemment nombreux dans ce magnifique amphithéâtre Jefferson, parce qu'on a aussi besoin de vous. Merci tout de même, Axel, d'avoir joué le jeu, je dirais, parce que je pense que tout le monde a été passionné par la conférence. Merci, bonne soirée à vous, et puis gardez-vous bien et faites attention. Merci.